Bonjour, je me nomme Chantal Maillé-Crittenden. Je suis une orthophoniste ainsi qu'une professeure agrégée à l'Université Laurentienne pour l'école d'orthophonie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite présentation qui accompagne un document qui est une adaptation française du document intitulé Developmental Language Disorder, Steps Toward Implementation in Ontario, an Oslo Working Paper and Report of the November 9th Provincial Working Session, qui peut être récupéré de l'adresse que vous voyez sur l'écran. Ce document avait été préparé par Lisa Archibald, B.J. Cunningham et Janice Carty en 2019. Donc, ce rapport que je vous présente, qui peut être retrouvé en accompagnement avec cette présentation, est intitulé « Troubles développementaux du langage », un document de travail de l'Association ontarienne des orthophonistes et des audiologistes et un rapport de la séance de travail provinciale du 9 novembre 2018. Donc, c'est une adaptation française qui a été préparée au mois d'avril par Lisa Archibald, B.J. Cunningham, Janice Carty et moi-même. Dans cette présentation, le masculin générique est utilisé uniquement pour alléger le discours et désigne aussi bien les hommes que les femmes ou toute autre désignation sexuelle. Donc, qu'est-ce que c'est un document de travail? Bien, selon l'Office québécois de la langue française, un document de travail est un document provisoire portant sur un sujet de recherche que son auteur met à la disposition d'autres chercheurs afin de faire connaître ses résultats préliminaires et de recueillir des commentaires pouvant faire évoluer sa recherche avant de publier celle-ci dans une revue scientifique reconnue. Donc, c'est un peu ce qui a été fait pendant l'atelier du 9 novembre. On avait regroupé 85 orthophonistes, plusieurs étaient sur les lieux et quelques-unes étaient par webinaire pour discuter justement de comment on allait sensibiliser les gens sur l'emploi d'un terme spécifique englobant le trouble du langage. Par la suite, les résultats de cet atelier ont été partagés avec les orthophonistes qui avaient participé à l'atelier afin d'obtenir leur rétroaction pour ensuite en arriver à un document final qui vous est présenté aujourd'hui. Donc, quel est le problème étudié dans ce document de travail? Essentiellement, c'est la terminologie pour définir le trouble du langage chez l'enfant. En Ontario, plus particulièrement, on voulait savoir est-ce qu'on peut utiliser des étiquettes diagnostiques. Pourquoi avons-nous besoin de termes ou d'étiquettes spécifiques? Quelle étiquette devrions-nous utiliser lorsqu'on travaille avec des enfants chez qui on soupçonne un trouble du langage? Et quelles sont les prochaines étapes? Donc, pour commencer, les orthophonistes en Ontario peuvent-ils utiliser des étiquettes diagnostiques? En juin 2018, l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario ont fait circuler un article sur les conseils sur la pratique ainsi qu'un webinaire pour justement apporter quelques précisions sur le droit de l'orthophoniste et de l'audiologiste en ce qui concerne le diagnostic. Alors, vous avez les liens là, je vous invite à consulter le document, l'article en question, ainsi que le webinaire. Donc, selon l'article sur les conseils sur la pratique de l'Ordre, un diagnostic est l'identification d'une maladie ou d'un trouble sous-jacent qui cause un trouble de la communication. Le membre ne peut pas communiquer la maladie ou le trouble qui cause les dysfonctionnements de communication observés. Donc, comme orthophoniste, on n'a pas le droit de communiquer un diagnostic comme les troubles du spectre autistique. Cependant, nous avons l'obligation professionnelle de communiquer les résultats cliniques qui concernent les symptômes et dysfonctionnements de la communication. Donc, c'est notre rôle comme orthophoniste de partager avec les clients, les proches, les observations que l'on a faites et le diagnostic approprié. Donc, les termes décrivant les symptômes et dysfonctionnements peuvent inclure léger, modéré, grave et profond, ainsi que le terme trouble. On va utiliser le terme trouble chez les enfants qui ont un trouble persistant du langage. Donc, on peut utiliser des étiquettes qui n'impliquent pas une cause, comme trouble du langage,
trouble développemental du langage et il n'y a pas de restriction quant à l'utilisation de ces deux termes-là. Cependant, il y a des restrictions quant à l'utilisation d'étiquettes qui impliquent une cause. Alors, si on utilise le terme « trouble du langage associé à une certaine cause biomédicale », son utilisation avec un patient ou son représentant est limitée aux instances où l'état biomédical a déjà été diagnostiqué par un professionnel de la santé qui a le droit de le faire, comme par exemple un médecin, un psychologue, etc. Donc, pour de plus amples détails, comme mentionné, je vous suggère fortement de consulter l'article sur les conseils sur la pratique afin de savoir ce que l'on peut communiquer comme diagnostic et ce que l'on peut pas communiquer comme diagnostic. Donc, on sait que l'on peut communiquer des diagnostics comme trouble du langage ou trouble développemental du langage. Cependant, les orthophonistes utilisent-ils des termes spécifiques pour décrire les troubles développementaux du langage? Lors de l'atelier du 9 novembre, 65% des participants ont répondu que non, ils ne fournissent pas d'étiquettes lorsqu'ils partagent les résultats cliniques concernant les troubles du langage. Mais ils utilisent des termes comme le bégaiement, l'aphasie, qui, dans le fond, sont des étiquettes diagnostiques. Un sondage national qui avait été effectué par Couillac et Archibald avait montré que 23% des orthophonistes n'utilisent que rarement ou jamais une étiquette. Vraisemblablement, une étude qui avait été effectuée en 1997 avait montré que 29% des participants n'avaient jamais reçu d'étiquette. Donc, les participants même qui rencontraient ou satisfaisaient les critères pour un trouble du langage n'avaient pas reçu d'étiquette. Alors, lors de ce sondage national, quelques questions avaient été posées concernant les priorités d'une évaluation. Alors, pourquoi est-ce qu'on évalue comme orthophoniste? Et fournir une étiquette à un parent était considéré comme une priorité très basse par les orthophonistes. Donc, pour répondre à cette question, les orthophonistes utilisent-ils des termes spécifiques pour décrire les troubles développementaux du langage? Plusieurs n'en utilisent pas. Pourquoi devrions-nous? Alors ici, je vais vous dresser une liste des pour et des contre. Donc, pourquoi utiliser un nom informatif? Bien, ça facilite la communication de ce trouble. Donc, c'est un genre de raccourci verbal qui représente les caractéristiques du trouble. La connaissance de l'étiquette peut donner du pouvoir et peut favoriser la compréhension de ce que le trouble implique. On peut aussi réattribuer les symptômes au trouble pour améliorer l'image de soi de l'enfant qui a ce trouble. Et ça peut donner de l'espoir pour améliorer l'accès, la disponibilité et l'efficacité du traitement. De plus, la responsabilité scolaire peut aussi être modifiée lorsqu'on a une étiquette. Quels sont les contres maintenant contre l'utilisation d'un nom informatif? Bien, il pourrait y avoir des attentes, certaines attentes et aussi même une stigmatisation associée à l'étiquette elle-même. Alors, les gens pourraient porter une attention sélective aux comportements associés à l'étiquette, donc chercher pour certains comportements. Et les attentes sont même exprimées en termes de l'étiquette. Donc, les attentes des professionnels, des éducateurs pourraient changer tout simplement puisque l'enfant a maintenant une étiquette. On pourrait aussi argumenter que l'incohérence dans l'utilisation des étiquettes peut porter à confusion. Donc, d'un orthophoniste à un autre, il pourrait y avoir une incohérence dans l'utilisation des étiquettes. Ça pourrait aussi ne pas avoir d'impact sur le service ou exclure ceux qui ne qualifient pas pour le service. Le débat. Donc, en ce moment, il n'y a aucune intervention ou service spécifique qui existe. Donc, certains vont dire qu'il n'est pas nécessaire d'étiqueter. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de service qu'il ne faut pas étiqueter. Souvent, le service va venir avec l'étiquette. Donc,
le fait de plaidoyer et d'argumenter pour la cause et la recherche sont plus difficiles quand ils ne sont pas identifiés. On peut dire que les élèves sans diagnostic peuvent être négligés. Alors là, seulement ceux qui auront le diagnostic recevront des services. Cependant, on argumente que l'amélioration des services pour les élèves qui ont un trouble va en fait aider ceux qui n'ont pas d'étiquette. Donc, on va en apprendre sur les meilleures pratiques pour travailler avec les enfants qui ont un trouble développemental du langage, ce qui pourrait s'appliquer à des enfants qui ont des caractéristiques similaires, mais qui ne satisfait pas les critères pour un trouble développemental du langage. Donc, même si certains enfants n'auraient pas de diagnostic, ça ne veut pas dire que ceux-ci ne bénéficieraient pas de l'expérience qu'on pourrait acquérir en travaillant avec les enfants qui ont une étiquette. L'étiquette pourrait ne pas être appliquée uniformément. Donc, c'est certain que certains orthophonistes pourraient décider d'utiliser des étiquettes et d'autres non. Cependant, il faut s'attaquer à ce problème plutôt que d'empêcher l'étiquetage. Donc, il faut sensibiliser les orthophonistes à utiliser des étiquettes et la valeur de l'emploi de cette étiquette, au lieu de tout simplement abolir l'étiquette au complet. Comme mentionné, il pourrait y avoir des attentes, des stigmatisations. L'argument est qu'il faut éduquer les autres. Il faut encourager l'inclusion. Plus on en parle, plus on le normalise, plus les gens vont arrêter de stigmatiser. En ce moment, c'est un trouble qui est un peu silencieux. Donc, les gens ne connaissent pas trop ce que c'est le trouble développemental du langage. Alors, plus on pose des étiquettes, plus on va en connaître et plus ça va devenir quelque chose de commun. Si on regarde aux valeurs des évaluations et les attentes, donc, lorsqu'on regarde du côté des orthophonistes, les orthophonistes ont quasiment cette attitude d'un diagnostic agnostique. Donc, terminologiquement, les orthophonistes sont flexibles. On sait ce qui est considéré comme étant un trouble développemental du langage, même si on ne pose pas l'étiquette. Donc, en général, selon certains sondages, les orthophonistes placent des valeurs faibles sur les étiquettes. Du côté de l'évaluation, ça détermine par contre l'admissibilité à un service et aussi ça nous aide à préparer les objectifs de traitement. Pour les parents arrivent souvent avec des problèmes non résolus concernant la nature des difficultés de l'enfant. Donc, ils vont soi-même remarquer des difficultés ou ça peut venir de la part d'un enseignant qui a souligné certaines difficultés chez leur enfant. Donc, le parent arrive avec plusieurs questions qui n'ont pas été répondues. Alors, souvent, ils vont rechercher des étiquettes. Donc, c'est une source connue de détresse et de confusion chez les parents lorsqu'ils ne savent pas pourquoi leurs enfants ont des difficultés, disons, à l'école ou en contexte sociaux. Les parents cherchent des réponses. Ils veulent un diagnostic qu'ils comprennent et, contrairement aux orthophonistes, les parents, eux, valorisent les étiquettes. Cependant, pour plusieurs, ceci ne se produit jamais. Alors, quelles informations les parents nécessitent-ils? Comment les parents peuvent-ils s'outiller pour assister, soutenir et plaider la cause pour profiter à leur enfant s'ils n'ont pas de diagnostic? Qu'est-ce qu'ils cherchent sur Google, par exemple? Alors, nous sommes tous coupables d'avoir fait une recherche sur nos furteurs dans Google afin de trouver plus d'informations sur une maladie quelconque ou sur des symptômes que nous vivons ou qu'un proche vit, afin d'obtenir plus de renseignements, afin d'en apprendre plus sur le trouble en question. Mais pour pouvoir le faire, il faut une étiquette, il faut un nom informatif. Qu'est-ce qui augmenterait l'utilisation d'un nom informatif? Bien, comme mentionné, il faut une étiquette qui est clairement reconnue, une meilleure compréhension du profil de l'enfant qui a un trouble développemental du langage. Donc ça se fait par la recherche. Mais encore là, en recherche, il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc, il faut qu'entre chercheurs, on s'entende sur ce que ça veut dire
l'étiquette du trouble développemental du langage. Donc, il faut qu'on emploie tous les mêmes critères. Le nom informatif pourrait permettre aussi plus de sensibilisation de la part du public. Alors, si on regarde à tout le travail qui a été fait autour de la dyslexie, les gens sont conscients de ce que c'est la dyslexie ou ont une idée de ce que ça représente. Donc, il y a eu beaucoup de sensibilisation à ce sujet. Il pourrait aussi y avoir plus de services disponibles. Donc, par exemple, pour le TSA, donc le trouble du spectre autiste, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Les gens connaissent ce que c'est l'autisme. Donc, il faut plaider. Et pour plaider, il faut une étiquette clairement reconnue. Maintenant, quelle étiquette devrions-nous utiliser? Il y a eu plusieurs étiquettes qui ont été utilisées dans le passé et c'est le moment de s'entendre sur une seule étiquette pour décrire les enfants qui ont des troubles du langage. Récemment, il y a eu 2 études qui ont été effectuées qui sont connues comme les études Catalyse. Elles ont été effectuées par Bishop et collaborateurs, une en 2016 qui explorait plutôt les critères utilisés pour identifier un trouble du langage, et par la suite, en 1917, qui a touché aux problèmes terminologiques afin d'en venir à un consensus sur le terme à utiliser. Alors, ce consensus Delphi-là était à l'échelle internationale. Il y avait 59 chercheurs, dont 9 étaient canadiens. Pour en apprendre davantage sur les études Catalyse, il y a plusieurs matériaux en accès libre. Vous pouvez retrouver une capsule vidéo sur YouTube. Il y a aussi les diapos sur SlideShare. Il y a aussi l'article 2 qui est en accès libre. Et il y a aussi un sommaire des études qui est aussi disponible en accès libre. Donc, je vous recommande fortement de consulter ces liens afin d'en apprendre davantage sur ces 2 études. Pour cette présentation, nous allons nous concentrer plutôt sur l'étude qui a été publiée en 2017, alors la partie 2. Donc, quels sont les points saillants de la terminologie? Le terme plus général est le trouble du langage. Donc, la définition est que le trouble du langage est tout problème du langage persistant ayant un impact significatif au quotidien sur les progrès sociaux et scolaires. Ce trouble persistant-là est ensuite divisé en 2 sous-catégories. Mais pour le moment, précisons que le trouble du langage n'inclut pas les locuteurs tardifs, ou comme on dit en anglais, late talkers, qui seront résolus avant l'âge de 5 ans. Ça n'inclut pas non plus les problèmes phonologiques simples chez les enfants d'âge préscolaire, donc qu'on connaît sous le nom de troubles des sons de la parole, qui d'ailleurs ont un assez bon prognostic. Ça n'inclut pas non plus ceux qui ont une exposition limitée à la langue d'enseignement. Donc, par exemple, ça n'inclut pas les enfants qui ont l'anglais comme langue dominante, qui fréquentent des écoles de langue française et qui ont peut-être de la difficulté à apprendre la langue française. Ça n'inclut pas non plus les enfants chez qui la capacité non verbale est peut-être inférieure à la norme. Donc, le fait d'avoir une cognition inférieure à la norme n'exclut pas les enfants du diagnostic d'un trouble du langage. Donc, comme mentionné, il y a 2 sous-catégories aux troubles du langage. On retrouve le trouble du langage associé à une condition biomédicale et le trouble développemental du langage. Une étude récente par Norbury et collaborateurs a déterminé la prévalence des troubles. Donc, le trouble du langage global affecte environ 9,9% ou 10% des enfants. Pour ce qui est du trouble du langage associé à une condition biomédicale, cela affecte environ 2,3% des enfants et pour les troubles développementaux du langage, c'est environ 7,6%. Donc, j'aimerais apporter une attention particulière à ces chiffres
parce qu'ils sont quand même assez importants si on les compare aux troubles du spectre autistique qui est à 1,8 % environ. Alors, c'est beaucoup plus élevé que les troubles du spectre autistique comme prévalence et c'est à peu près équivalent à la dyslexie. Cependant, il y a très peu de gens qui connaissent c'est quoi le trouble développemental du langage. Si vous rencontrez quelqu'un sur un coin de rue, vous pouvez leur demander ce que c'est le trouble du spectre autistique ou la dyslexie, puis ils vont avoir une connaissance quand même assez générale de ce que c'est. Cependant, si vous posez la même question concernant le trouble développemental du langage, probablement qu'ils n'auront jamais entendu parler de ce trouble. Mais c'est peut-être parce qu'on ne leur a jamais dit ce que c'est, ce trouble. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore pour sensibiliser les gens sur ce que c'est le trouble développemental du langage. Lorsqu'on pose le diagnostic d'un trouble développemental du langage, il faut quand même aller préciser la nature de ce trouble. Donc, est-ce que c'est un trouble lié à la phonologie, la syntaxe, la sémantique, etc. Il faut aussi préciser s'il y a des facteurs de risque, comme l'historique familial, la pauvreté, faible niveau d'instruction des parents, etc. Et aussi s'il y a des troubles concomitants comme un trouble d'attention, un trouble de motricité, de littératie, comme la dyslexie par exemple, la parole, fonction exécutive, entre autres. Lorsqu'on parle de la nature des troubles du langage, il n'y a aucune preuve empirique que des sous-types fiables existeraient. Alors, c'est pour ça qu'on utilise tout simplement le terme « trouble développemental du langage » sans spécifier les domaines dans lesquels les difficultés sont les plus saillantes. C'est alors pourquoi il est important de spécifier et de décrire les caractéristiques du trouble développemental du langage. Mais il n'y a pas une deuxième ou troisième étiquette associée au domaine. Donc, il y a une étiquette, mais là, on ajoute les caractéristiques des difficultés observées. Dans le consensus de l'étude, il y a aussi de l'information qui n'est pas là. Donc, il y a des choses qu'on ne veut pas inclure. On ne parle plus maintenant de retard versus trouble. Donc, pendant plusieurs années, on faisait la distinction entre ces deux. Selon ces études, les enfants de moins de 5 ans vont avoir l'étiquette d'une difficulté langagière si on n'est pas certain que le trouble va être persistant. Si on est certain comme orthophoniste que le trouble sera persistant, on peut utiliser l'étiquette de trouble de langage ou de trouble développemental du langage. Mais il faut encore que ces difficultés persistent. Donc, au lieu de retard, on utilise soit difficulté, soit trouble, si les difficultés persistent. On ne fait plus la distinction, comme je viens de mentionner, entre un trouble expressif versus réceptif. Alors, au lieu, on suggère de décrire les caractéristiques du trouble en fonction des difficultés observées par l'orthophoniste. On ne fait plus de référence cognitive. Donc, comme mentionné, une faible intelligence non verbale n'empêche pas le diagnostic du trouble développemental du langage. Donc, qu'est-ce que c'est le trouble développemental du langage? C'est un problème du langage persistant ayant un impact significatif au quotidien sur les progrès sociaux et scolaires. Est-ce que ce terme est parfait, trouble développemental du langage? Peut-être que non. Mais est-ce que ça peut fonctionner? Mais ça dépend de nous, les orthophonistes. Il faut qu'on s'entende sur cette étiquette et qu'on recommence à l'utiliser uniformément. C'est un très bon moment d'utiliser l'étiquette trouble développemental du langage parce qu'au cours des dernières années, il y a eu plusieurs avancées dans ce domaine afin de sensibiliser les gens sur ce que c'est le trouble développemental du langage. Donc maintenant, lorsque les parents font une recherche sur Google pour trouble développemental du langage ou Developmental Language Disorder, ils vont pouvoir retrouver plusieurs ressources fantastiques et très pertinentes.
Alors, le site web Rattle, qui est Raising Awareness of Developmental Language Disorder, a beaucoup de ressources. Donc ça, c'est une initiative qui avait pris ses débuts au Royaume-Uni, mais qui est maintenant reconnue à l'échelle internationale. Il y a aussi dldme.org. Il y a aussi la déclaration de Orthophonie et Audiologie Canada, que vous pouvez retrouver sur leur site web. Il y a aussi une page de ressources qui explique ce que c'est le trouble développemental du langage. Il y a aussi mon site web qui est le www.bot-boot.com où j'affiche plusieurs informations dans les deux langues sur ce que c'est le trouble développemental du langage ainsi que quelques astuces. Il y a aussi les projets de Lisa Archibald et ses étudiants, donc les Western DLD2 Projects que vous pouvez consulter. Tout récemment, j'ai aussi entamé un balado ou un podcast intitulé The Parley Podcast ou Parler en balado, où j'invite plusieurs invités à discuter de différents troubles de la communication. Mais on revient souvent sur le trouble développemental du langage. Donc, c'est une autre façon de sensibiliser les gens, les parents, les enseignants, les professionnels de la santé sur ce que c'est le trouble développemental du langage. Donc, comme mentionné, c'est un vraiment bon moment pour utiliser ce terme puisqu'il existe de l'information. Quels seraient les changements de la pratique? Donc, que faudrait-il pour changer notre pratique en tant qu'orthophoniste? Il faut un élan international. Donc, comme mentionné, ça fait un bout de temps que les orthophonistes du Royaume-Uni cherchent vraiment à sensibiliser les gens, mais c'est le moment pour le Canada de s'impliquer. Donc, nous avons créé un groupe Facebook international en français. Si vous voulez vous joindre à ce groupe Facebook, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et demander de participer et le groupe vous accueillera à bras ouverts. Nous affichons toutes sortes d'informations portant sur le trouble développemental du langage, surtout en français. Comme mentionné, il y a maintenant la disponibilité de ressources de haute qualité pour les professionnels et les parents qui peuvent être facilement retrouvées. Il faut plaider au sein de la profession, donc entre orthophonistes, mais aussi au-delà de la profession, pour que les gens soient conscients de ce trouble développemental du langage. Donc, c'est notre rôle comme orthophoniste de sensibiliser les gens. Donc, le document de travail qui a été préparé par l'AOOA, intitulé « Trouble développemental du langage », est un document qui apporte plusieurs précisions sur l'emploi de ce terme, quand se servir de ce terme, comment utiliser l'étiquette, quels mots que nous pouvons utiliser, dans quelles instances. Donc, je vous invite à lire le document, de le partager avec vos collègues, de partager cette vidéo avec vos collègues aussi, afin de sensibiliser les gens sur le trouble développemental du langage. Lors de l'Assemblée générale du 9 novembre 2018, l'Assemblée générale, où membres y étaient, reconnaissant le droit des parents, des fournisseurs de soins, des éducateurs et du grand public de connaître le nom et les caractéristiques du trouble de la communication de leur enfant ou de leur élève, observant l'incohérence avec laquelle les orthophonistes attribuent un nom ou une étiquette spécifique au trouble du langage chez l'enfant, exprimant notre préoccupation selon laquelle l'absence d'identification claire des troubles développementaux du langage contribue à un manque de compréhension et de ressources consacrées à ce trouble, notant le consensus international récent en matière de terminologie pour les enfants atteints de troubles du langage et les efforts entrepris pour faire accroître la sensibilisation au sujet des personnes atteintes de troubles du langage, décide de ce qui suit. Nous recommandons vivement l'adoption de la terminologie consensuelle internationale pour la description des enfants qui présentent des difficultés de langage persistantes ayant un impact fonctionnel important. Troubles du langage en tant que terme principal avec les sous-types, troubles du langage associés à une condition biomédicale et troubles développemental du langage.
Nous recommandons avec insistance que des ressources appropriées soient allouées pour répondre aux besoins des enfants atteints de troubles du langage provenant de diverses sources, notamment des fonds publics, des organisations à but non lucratif et de financement privé. Nous nous engageons à prendre des mesures en faveur du plaidoyer, de la sensibilisation et du développement des ressources pour aider les enfants atteints de troubles du langage, leurs familles et leurs enseignants, à mesure qu'ils apprennent, grandissent et réalisent leur potentiel. Pour joindre un groupe de travail provincial en lien avec le document de travail de l'Association ontarienne des orthophonistes et audiologistes, vous pouvez contacter l'AOOA à mail@osla.on.ca ou vous pouvez communiquer avec Lisa Archibald à larchiba@uwo.ca.